Ici le Docteur Zulu. Dans la première partie de la vidéo, je vous avais parlé d'un nombre incalculable d'entités SCP qui sont assez populaires. Maintenant, je vais fouiller dans mes dossiers pour chercher les moins connus. En effet, on va commencer à descendre petit à petit dans l'iceberg. Et là, on atterrit dans les eaux claires. On va trouver des SCP assez inconnus, mais qui seront connus des amateurs du site de la fondation SCP. Et on commence tout de suite avec le plus populaire de cette catégorie. J'ai choisi de parler d'un SCP terrifiant. C'est à l'origine une légende allemande. Si jamais vous entendez des cliquetis, peut-être derrière vous, devant vous, ou même quand vous dormez, vous n'allez peut-être pas reconnaître d'où vient le son. Vous allez chercher, jusqu'à épuisement, sans savoir que votre fin est proche. Parce que vous allez être à la merci d'une des entités les plus imprévisibles de la fondation SCP. Vous serez à la merci du SCP-4975. SCP-4975 est une entité vaguement humanoïde qui possède plusieurs aspects d'oiseau. En effet, déjà le plus évident, il possède un bec et il a une ossature similaire au volatile. Il est assez fin et long et ses membres aboutissent tous à des extrémités informes. Une couche de peau ferme et rigide recouvre l'ensemble de son corps, et ce, même sur son bec. Les vertèbres cervicales de l'entité ne sont pas reliées entre elles, et donc il peut complètement les bouger indépendamment. C'est d'ailleurs en les faisant pivoter qu'il va pouvoir créer un son de cliquetis qui le caractérise si bien. SCP-4975 traque ses futures victimes sur de longues périodes avant de finalement décider de les attaquer. Ça peut prendre 10 mois, quelques années, mais ça arrivera. Et en général, c'est absolument impossible à éviter. Il tue ses victimes avec ses appendices qu'il utilise pour frapper et déchiqueter leur corps. Il ne laisse jamais le cadavre sans le dévorer. Et il lui suffira d'un humain adulte moyen pour être rassasié pendant environ 3 mois. On reste dans les SCP assez populaires, on va parler d'SCP-513. SCP-513, son confinement, c'est de la gélatine. En fait, en apparence, c'est une cloche qui doit être posée dans de la gélatine, comme je l'ai dit, afin d'éviter qu'elle sonne. Parce que si vous faites sonner cette cloche, vous allez avoir de gros problèmes. Le fait de sonner cette cloche va faire apparaître SCP-513-1. SCP-513-1, c'est une entité étrange qui va apparaître du coin de votre œil, qui va apparaître au coin d'un mur ou quelque part où vous allez pouvoir le voir pendant un seul instant et où il disparaîtra. SCP-513-1 est connu comme une entité harceleuse. En fait, à partir du moment où vous allez sonner cette cloche, SCP-513-1 va vous pourrir la vie. Il apparaîtra dans votre champ de vision constamment et vous empêchera de dormir. En fait, quand vous allez commencer à dormir, l'entité va vous mettre un petit coup, ce qui va donc vous réveiller et il recommencera à chaque fois que vous allez essayer de dormir. Il n'y a aucun moyen connu d'atteindre SCP-513-1. Et donc, la plupart des attaques de ce SCP résultent en la mort de la victime par suite. Un peu moins connu cette fois, SCP-666. Chose marrante avec ce SCP, c'est que j'en ai parlé à de nombreuses reprises sur des chaînes YouTube différentes. Donc j'ai un peu une histoire avec ce SCP. En bref, SCP-666 c'est une yourte tibétaine de taille moyenne. Ce que va faire cette yourte, en gros, c'est qu'elle va soigner vos addictions. La yourte va vous créer des hallucinations si vous rentrez dedans et que vous êtes victime d'addictions sévères. Cette yourte va faire apparaître des hallucinations aux personnes souffrant d'addictions sévères. Ça peut comprendre des addictions à l'alcool, à la drogue ou à toute autre chose tant que c'est des addictions. Mais donc, SCP-666 va faire apparaître SCP-666-1, qui est une entité qui apparaîtra dans votre hallucination en fonction de votre addiction. Votre hallucination, par exemple, si vous êtes addict à l'alcool, sera par exemple, je sais pas, un bar abandonné en pleine nuit et la personne qui viendra vous accoster, ce serait le barman. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. SCP-666-1 va essayer de vous convaincre de consommer de l'alcool par exemple. Et en même temps, il vous convaincra d'arrêter, c'est assez étrange. S'il s'avère que vous vous montrez hostile vis-à-vis de l'entité SCP-666-1, celle-ci vous attaquera. Et la plupart des victimes de cette entité sont mortes, pour des raisons étranges. Mais si vous acceptez ces discours et que vous commencez à ne plus vouloir consommer d'alcool, vous en sortirez guéri de vos addictions. C'est un SCP assez étrange que je trouve quand même pas mal sympa. SCP-150.
SCP-150, c'est quelque chose d'assez immonde. C'est un parasite qui ressemble au pou mangeur de langue. Au contact avec un sujet humain, SCP-150 va s'enfoncer profondément dans la chair de l'hôte, et pendant plusieurs jours, il va se frayer un chemin dans son porteur pour déclencher de nombreuses altérations physiologiques. L'altération qui s'est avérée la plus flagrante, c'est la conversion progressive du membre le plus proche du site de l'infection en un appendice chitineux. Ce qui signifie que pendant que SCP-150 va consommer la chair de l'hôte, il va excréter un tissu remplaçant et améliorant les fonctions du membre sans causer le rejet du transplant. Pendant une période d'1 à 2 semaines, SCP-150 va se reproduire en se nourrissant des nutriments et en déposant ses œufs dans des vaisseaux sanguins assimilés. Environ 10 000 œufs peuvent être produits au moment de la reproduction de SCP-150. Et donc, il est très compliqué à contenir et il est en très grand nombre, qui peuvent infecter un grand nombre d'humains et causer des séquelles assez conséquentes. On va à présent parler de SCP-094. SCP-094, c'est une sphère noire parfaite d'environ 163 cm de diamètre. Elle est suspendue à approximativement 3 mètres du sol sans aucune forme de support apparent. Toute matière qui entre dans l'entité, lumière incluse, est irrémédiablement volatilisée. Mais des scientifiques ont affirmé que SCP-094 n'est pas un trou noir, étant donné qu'il n'exerce aucune attraction gravitationnelle. SCP-094 peut générer des bruits, comme des bourdonnements électrostatiques ou parfois même des voix humaines. Mais on n'a pas réussi à communiquer avec ces voix. Donc, c'est classé sans suite. Le truc inquiétant avec SCP-094, c'est qu'il semble avoir une croissance exponentielle, et qu'il grandirait de quelques millimètres par an. Ça paraît pas beaucoup, mais s'il continue sa croissance, dans moins de 250 ans, il fera 1 km de large. Et après ça, il détruira sûrement tout ce qui se trouve sur son passage, étant donné que tout est attiré en son sein. Parlons d'un SCP assez sympa maintenant. SCP-007. SCP-007, c'est assez étrange. C'est même l'un des SCP les plus étranges que j'ai eu à lire. En fait, SCP-007 se situe à l'intérieur d'une cavité de l'abdomen d'un humain. C'est un homme de type caucasien d'environ 25 ans et d'une taille de 176 cm. La majorité de son abdomen est complètement absent. Et une sphère composée de terre et d'eau est présente, au milieu de son ventre. C'est vraiment bizarre. D'ailleurs, cette sphère ressemble à notre planète. C'est d'ailleurs une copie presque parfaite de celle-ci. La sphère a ses propres conditions météorologiques, une force gravitationnelle presque négligeable, ainsi que des organismes microscopiques qui vivent en son sein. 2 espèces intelligentes ont été observées dessus. Ils ont développé une technologie qui ressemble à peu près à celle que l'on possédait au XVe siècle. On doit vérifier assidûment l'évolution de cette technologie, par peur que ces entités puissent s'avérer dangereuses. Et enfin finalement le dernier SCP de cette catégorie de l'iceberg, SCP-019. SCP-019, ça se présente comme un grand vase en céramique de 1,8 m de diamètre. Son style et sa décoration indiquent qu'il a été créé en Grèce classique. Mais on ne sait pas vraiment la date précise de sa création. Des entités sortent de ce SCP. Elles varient en aspect, mais elles ressemblent le plus souvent à de petits êtres humanoïdes. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'ils sont extrêmement hostiles, et ils attaquent férocement avec les dents ou les griffes. Lorsque la température est maintenue à 0 degré et que le vase est totalement au repos, les entités sortiront de SCP-019 à un taux approximatif d'une entité par heure. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer ou non le taux de la manifestation de SCP-019-2, qui sont donc ces petites entités qui peuvent sortir de SCP-019. Le premier facteur, c'est la présence d'une forme de vie humaine à proximité de SCP-019. Il y a également les conditions météorologiques qui peuvent affecter l'apparition des entités, et aussi les individus spécifiques près de SCP-019. Il y a certaines personnes qui simplement vont affecter le taux d'apparition de SCP-019-2 plus que d'autres. On ne sait pas pourquoi, c'est une entité assez étrange. En bref, voilà pour les eaux claires de l'iceberg. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a pu traiter de tout type d'entités SCP. On a eu des phénomènes, des créatures humanoïdes et des objets SCP. Et ça montre à peu près la diversité de SCP. D'ailleurs, je pense ne pas me mouiller en affirmant que les SCP dont j'ai traité sont assez intéressants pour tous, même s'ils ne sont pas forcément très connus. Mais donc voilà, maintenant on va plonger encore plus. Et là, ce sera des SCP assez inconnus. Je pense que certains vont commencer à ne plus en connaître. Donc voilà, préparez-vous.
on va plonger dans les eaux sombres de la Fondation SCP. Là où les entités deviennent de plus en plus étranges, mais aussi de plus en plus inconnues. Posez-vous et écoutez, parce qu'on descend. On va commencer encore une fois, dans l'ordre, par le SCP sûrement le plus connu de cette strate de l'iceberg. Et je pense que c'est SCP-799. SCP-799, c'est en apparence une simple couette. Une couette posée sur un canapé. Cette couette cache un lourd secret. En fait, ces objets sont des organismes vivants. Des êtres vivants à sang-froid. D'où leur adaptation afin d'être utilisés par des homéothermes intelligents. Si je résume, ces organismes se sont adaptés afin de ressembler à des couettes pour obtenir la chaleur des êtres vivants qui vont les porter. Les instances de SCP-799 sont généralement torpides et incapables de se mouvoir. Elles nécessitent peu de nourriture. Cependant, s'il est privé de nourriture pendant suffisamment longtemps, SCP-799 est capable de se métamorphoser. Il deviendra alors un chasseur. Ces changements consistent en une modification du système digestif et des orifices alimentaires. L'entité va adapter son corps à son nouveau mode de vie. Ce mode de vie sera la chasse à l'eau. En fait, SCP-799 va attendre qu'un humain l'enroule pour ouvrir sa bouche, arracher quelques kilogrammes de masse organique et la consommer. La bouche va se résorber complètement 10 minutes après consommation, et la couverture redeviendra comme elle était avant, sans laisser aucun indice de ce qui vient d'arriver. Ensuite, on a SCP-867, qui est aussi un SCP assez original. SCP-867, c'est une espèce d'arbre, visuellement similaire à un épicéa bleu, à l'exception de sa couleur rouge distinctive, et de son absence totale de pommes de pin à toute étape de sa vie. Ses feuilles sont des structures creuses qui ressemblent à peu près à des aiguilles hypodermiques. Elles contiennent une unique graine, longue et fine, ainsi qu'une poche de gaz à la base de la feuille. Si un animal se frotte aux feuilles de l'entité, la poche de gaz expulse la graine et l'injecte dans la peau de l'animal. Les graines peuvent rester endormies dans la peau de l'animal pendant environ quelques semaines, après quoi celles-ci commenceront à grandir et des pousses croîtront dans le système circulatoire de l'animal hôte. Cette croissance va causer des douleurs atroces à l'hôte, qu'il soit animal ou humain, et ça peut durer jusqu'à 24 heures. Cette croissance se terminera par la mort de l'hôte de SCP-867. À sa mort, un nouveau spécimen de SCP-867 débutera sa croissance jusqu'à complète maturité en 30 jours. Et ce, tout en consommant le corps de l'hôte, qui servira alors d'engrais. Au bout de ces 30 jours, à la place du corps de la victime, on ne trouvera plus qu'un joli sapin rouge, imposant. On va se calmer un peu, parce que là on a eu des SCP assez vénères. On va passer à SCP-3794, qui est un SCP de classe safe, donc on ne devrait pas trop avoir de problème. SCP-3794, c'est une masse qui convertit les tissus vivants en sauce pico des galles, quand on l'utilise avec assez de force. Pour résumer, en fait, si vous frappez quelqu'un avec SCP-3794 en déployant assez de force pour blesser la personne, celle-ci se transformera petit à petit en sauce piquante. En résumé, cette entité permet de transformer les humains en sauce piquante. Il paraîtrait également que si on dévore la sauce, ça entraîne la mort du sujet à peu près dans les 30 minutes. C'est assez étrange et il n'y a rien de plus à ajouter. Ok, passons à du plus sérieux, parce que là, on passe du coq à l'âne, on va dire. On va passer à SCP-632. SCP-632, c'est une colonie vivante d'arachnides, qui se reproduisent par des méthodes non conventionnelles. En fait, SCP-632, il se reproduit en exposant un hôte humain à une série de déclencheurs sensoriels. Cela inclut donc des motifs visuels sur l'abdomen de SCP-632, la sensation tactile produite par SCP-632 rampant sur la peau humaine et plusieurs composants chimiques encore non identifiés relâchés par les instances matures de SCP-632. 3 heures après l'exposition à tous les déclencheurs sensoriels de SCP-632, les individus affectés vont commencer à ressentir des maux de tête. Ensuite, ils vont sentir une sorte de soie araignée sur leur peau. Enfin, des pensées intrusives répétées concernant les araignées vont venir à leur cerveau. Quand on a analysé des sujets étant à ce stade de l'infection avec des IRM, on a remarqué que de la soie d'araignée mesurant 2 à 3 cm de longueur se formait dans le cortex frontal du cerveau des individus affectés.
Et c'est d'ailleurs ce qui cause les maux de tête. Petit à petit, ces structures de filaments vont croître et ça va affecter l'individu. En fait, leur cerveau, leur crâne, leurs os, leurs muscles et leurs tissus vont rétrécir et ça va les rendre complètement fous. En plus, la douleur au cerveau va continuer à augmenter, va être de plus en plus désagréable, au point que les sujets vont commencer à frapper leur crâne pour arrêter la douleur. Mais évidemment, ça ne va pas marcher. Et petit à petit, ça va causer des dommages encore plus sévères et ça va souvent entraîner au décès des sujets. Et c'est d'ailleurs ainsi que SCP-632 se reproduit et donne naissance à ces bébés. Mais, point positif, si des soins adaptés sont donnés à l'individu avant que l'infection ne devienne trop grave, il s'en sortira. Cependant, il va souffrir d'arachnophobie pendant les années qui suivront. Mais j'ai envie de dire que c'est assez logique suite au trauma que les sujets ont dû endurer. Sur ce, on a fini cette partie de l'iceberg de la fondation SCP. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et voilà, sur ce, je m'en vais. Je vais travailler sur la dernière partie de l'iceberg. Salut tout le monde, c'était The Loup.